Bonjour à tous, je suis extrêmement honoré d'ouvrir cette séquence de 4 heures sur l'énergie. Je me présente Benoît Leguet, donc directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat et membre par ailleurs du Haut Conseil pour le climat. Donc j'ouvre une séquence de 4 heures sur l'énergie, comme je le disais. Parler d'énergie, ça nous semble d'actualité. Et avec la flambée des prix de l'énergie, je vais vous parler, pendant cette petite séquence introductive, je vais vous parler argent. Je vais vous parler plus exactement financement, qui sera peut-être en toile de fond des différentes tables rondes qui vont avoir lieu dans les 4 heures à venir. Et comme ça sera en filigrane, je vais vous faire une petite keynote introductive sur cette question d'argent, de financement de la transition énergétique en France. Alors peut-être pour vous donner quelques éléments qui j'espère sont clairs dans vos têtes, mais je préfère enfoncer les portes ouvertes, disons, au début. En France, nous avons donc un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la France? Ça veut dire une décarbonation presque complète de l'énergie. Pour le dire simplement, décarbonation complète du bâtiment à horizon 2050, décarbonation complète du transport à l'exception du transport aérien domestique et décarbonation complète de la production d'énergie. Donc ça, je le sais comment? Je le sais parce que j'ai lu la stratégie nationale bas carbone, un acronyme à garder en tête peut-être pour les prochaines heures, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui est la stratégie de l'État français, qui détaille la trajectoire de réduction d'émissions et les budgets carbone par période de 5 ans afin de nous amener lentement mais sûrement vers la neutralité carbone à horizon 2050. Un autre acronyme qui sera peut-être parfois prononcé, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ce document est également extrêmement important sur le secteur énergétique et ce document exprime les orientations et, pour le dire simplement, les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire. Ensemble des formes d'énergie, finalement, on va s'intéresser à l'offre d'énergie et également à la demande en énergie. Alors j'avais dit que j'allais parler argent, c'est parti, on va parler euros à partir de maintenant. Pour décarboner, il va falloir de l'investissement qui va permettre à la fois de réduire les émissions, donc par exemple investir dans des véhicules bas carbone plutôt que dans des véhicules émissifs, etc. Mais les investissements, c'est également ce qui permet de changer de comportement. Si vous voulez, par exemple, que les gens passent à des modes de circulation, de mobilité douce, encore faut-il leur donner les infrastructures qui leur permettent de le faire, typiquement des pistes cyclables, si on veut que les usagers passent au vélo. Donc l'investissement va être clé dans cette affaire pour nous amener à la neutralité carbone, à la fois pour réduire les émissions directement et changer les comportements qui permettent des réductions d'émissions. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on investit beaucoup en France dans la transformation, dans l'utilisation et la maîtrise de la demande d'énergie. On investit beaucoup en faveur du climat sur, disons, autour de l'énergie. En 2019, pour vous donner un chiffre, avant la crise, nous avons investi en France, le nous est un nous collectif, pouvoir public, y compris les collectivités, entreprises, ménages, nous avons investi 38 milliards d'euros dans la rénovation des bâtiments, dans des véhicules bas carbone, dans des infrastructures de transport propre, dans des énergies renouvelables. Donc c'est super, 38 milliards d'euros, c'est énorme. Néanmoins, et c'est la mauvaise nouvelle, il manque 13 à 17 milliards d'euros d'investissement d'après nos estimations par an. Et donc, il va falloir, sur la période 2020-2023, pour suivre les objectifs de la SNBC et de la PPE, mettre en plus 13 à 17 milliards d'euros d'investissement par an, public et privé. À horizon 2024-2028, il faudrait même en fait doubler ce montant, c'est-à-dire passer de 38 à pas loin de 80 milliards d'euros d'investissement toujours dans le bâtiment, les véhicules et les infrastructures de transport propre et les énergies bas carbone. Et là, public et privé, et donc aussi de l'argent public pour investir, faire de l'investissement public, mais également pour soutenir les ménages, les entreprises, les collectivités qui font de l'investissement bas carbone pour les soutenir et les accompagner. Donc il manque de l'argent, alors ça c'était sur des chiffres 2019, il manque de l'investissement public et privé. La bonne nouvelle, c'est que le plan de relance a permis à grosse maille de recoller à la stratégie nationale bas carbone et à la PPE dont nous dévions lentement mais sûrement. Ce plan de relance sur son volet environnemental a été vraiment toujours à grosse maille financé par l'Europe. Et donc la question à 100 roubles pour nous, c'est qu'est-ce qui va se passer après 2022, après le plan de relance? On va avoir des besoins d'argent qui vont augmenter et donc des besoins d'argent public qui risquent d'augmenter fortement. Il y a des interrogations sur les suites du plan de relance, donc après 2022. Et puis on va peut-être également arriver à une période un petit peu compliquée avec la fin de ce qu'on va appeler l'argent magique.
Et quand on met tout ça, on risque d'avoir un effet ciseau. Il va falloir maintenir l'effort actuel, voire dépenser plus, certainement dépenser mieux, c'est-à-dire s'interroger sur l'efficacité de la dépense publique, mais aussi dépenser pour tous, et tout ça dans un contexte un petit peu contraint peut-être par la fin de l'argent magique, comme je le disais. Alors la question que ça peut poser, c'est finalement quelle va être la stratégie climat des finances publiques. On a un problème qui s'inscrit dans la durée, une transition qui doit se faire et qui va dépasser bien évidemment 2022, un contexte un petit peu compliqué que je décris, et donc la question, quelle stratégie climat des finances publiques, comment on fait après 2022 pour financer la transition énergétique. Finalement, c'est un enjeu peut-être pour l'élection qui aura lieu en 2022, et nous avons appelé les candidats à élaborer leur budget pour le climat pour le quinquennat. Nous appelons par ailleurs l'exécutif et les parlementaires à mettre en œuvre un outil qui nous semblerait utile. C'est une loi de programmation des finances publiques pour le climat, comme il en existe sur d'autres domaines. Je pense à la défense nationale, je pense à la justice, je pense à la recherche, pour finalement mettre dans la durée, au-delà de 2022, des moyens en face des objectifs. On prend des objectifs climatiques, énergétiques qui sont ambitieux, et en face, nous n'avons pas toujours les moyens, ou en tout cas les moyens ne sont pas toujours explicités. Il nous semblerait utile de mettre une telle loi de programmation afin d'expliciter et de mettre dans le débat public les différents moyens en face des objectifs. Ça serait peut-être l'objectif principal de cette loi de programmation des finances publiques pour le climat et pour la transition bas carbone du secteur énergétique. Ça permettrait par ailleurs, mais je vais passer peut-être ces détails, de renforcer le rôle du Parlement. C'est peut-être quand même important à dire dans cet événement co-organisé avec des députés, de renforcer le rôle du Parlement dans le pilotage de la transition. Une conviction peut-être forte. Nous avons pris un engagement de neutralité carbone, ce qui veut dire une neutralité, enfin une décarbonation quasi complète du secteur énergétique. Ça, on ne va pas y arriver par hasard. Il va falloir du pilotage. Et donc, qui dit pilotage dit un rôle pour le Parlement. Il me semble qu'avoir au moins une fois dans le quinquennat un débat dans l'hémicycle pour savoir si on met assez de moyens pour les 10 prochaines années pour atteindre tel objectif climatique, ça aurait en tout cas le mérite d'être posé franchement et d'être débattu au sein de la maison du peuple qu'est le Parlement. Et puis on pourrait lier certainement ça à l'examen de la programmation pluriannuelle de l'énergie par le Parlement, avec l'examen des rapports pluriannuels du Haut Conseil pour le climat, et puis finalement faire une sorte de grand rendez-vous parlementaire pour voir où en sommes-nous de l'action climat, comment est-ce qu'on avance, et si nécessaire, corriger le tir. Voilà, donc tout ça, ça nous semble de nature à être crédibilisé par un engagement des pouvoirs publics avec des moyens financiers en face. Je finis peut-être cette keynote en disant il y a aussi un autre avantage à une telle loi de programmation, et là je m'adresse notamment aux acteurs privés qui seraient dans la salle. Une telle loi, ça permettrait d'accélérer la transition en contribuant à aligner les anticipations des différents acteurs sur la transition du secteur énergétique. Qui plus est, sous une forme, me semble-t-il, facile à intégrer dans le plan d'affaires d'une entreprise. Vous avez un chiffre qui figure dans la loi de programmation de finances publiques pour le climat, pour la transition énergétique. Vous mettez ça dans votre plan d'affaires, et donc ça permet de réduire les incertitudes pour les acteurs économiques et les prises de risques, et nous l'espérons, réduire sensiblement le coût qui sera élevé, ne nous voilons pas la face, de la nécessaire action en faveur du climat et de la transition du secteur énergétique. Donc pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable que les candidats à la magistrature suprême en 2022 élaborent dans leur programme une stratégie climat des finances publiques, en esquissant les contours de leur budget en faveur du climat sur le prochain quinquennat, quelle fiscalité sur le climat, sur l'énergie, quels moyens en face va-t-on mettre, et il est tout autant essentiel que cette stratégie soit inscrite dès le début du quinquennat dans une loi de programmation des finances publiques pour le climat. Je finis en disant que j'espère que ces éléments économiques, financiers sur l'investissement permettront de nourrir les 4 tables rondes qui vont suivre mon intervention. Je rappelle les titres. Quelles énergies renouvelables pour demain? Je pense avoir un petit peu parlé d'énergie renouvelable, en tout cas dans les chiffres que j'ai mentionnés. Comment réduire efficacement la consommation d'énergie fossile en France? Quel type de chauffage pour une France neutre en carbone? Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver pour animer le dernier débat de cette séquence sur la taxe carbone sur l'énergie. Faut-il la relancer? J'en ai fini et je passe la parole à Valérie Laramé pour la suite de l'animation.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour celles et ceux qui étaient là ce matin et bonjour à celles qui nous rejoignent. Nous prenons la succession de Benoît Leguet, directeur général de l'Institut pour l'étude du carbone, qui nous a rappelé les montants qui étaient en jeu pour assurer la transition énergétique de la France. Nous allons maintenant vous parler du programme qui concerne spécifiquement le déploiement des énergies renouvelables, puisque vous le savez, la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit une accélération de leur déploiement dans les prochaines années. On parle de doubler les capacités de production d'électricité d'origine renouvelable entre 2017 et 2018. On prévoit également d'accroître de plus de 50% la production de chaleur renouvelable entre 2016 et 2028, et également des efforts très considérables en ce qui concerne le volume de biogaz injecté dans les réseaux. Donc, on va essayer de voir quelles sont les filières sur lesquelles il faut miser le plus, quelles sont les plus efficaces, quelles sont celles, à contrario, qu'il faudra peut-être délaisser, s'il y en a. Nous le verrons tous ensemble. Et pour débattre de tout ça, je vous présente Jean-François Carenco, qui est le président de la Commission de régulation de l'énergie, donc le gendarme des marchés français de l'énergie et des quotas de CO2, n'oublions pas. Jean-Louis Bal, le président du syndicat des énergies renouvelables, qui est l'un des groupes de pression qui pousse pour les énergies vertes. Anthony Sellier, le député LREM du Gard, et qui est accessoirement le créateur des 24 heures du climat. Et Nicolas Mas, chargé de campagne transition énergétique de Greenpeace, organisation bien connue dont nous fêtons le cinquantenaire ces jours-ci. Président Karenko, quelle est aujourd'hui la situation des énergies renouvelables, gaz et élec en France? Est-ce qu'on est autant en retard qu'on le dit ou est-ce qu'on accuse effectivement un certain retard sur la planification de la PPE? Bonjour d'abord. Juste avant de dire ça, le sujet du jour, c'est certes la transition énergétique qui est un impératif absolu, urgent, et il faut le faire. Les sujets du moment sont quand même les tarifs. Hein. Donc, mais ça vaut le coup d'en dire un mot à partir du moment où on parle de ce qu'on va faire demain. L'électricité, l'année prochaine, au marché à terme, est à 121,75 ce matin. Je rappelle que la reine dont tout le monde parle, sans qu'ils sachent ce que c'est, est à 42. Le gaz, au trimestre suivant, est à 79,09. 79,09. Quant à la tonne de CO2, je le dis à Nicolas de la Greenpeace, il est à 61,92 et ça pèse lourdement sur les tarifs et j'en suis d'accord. Ça, c'est une donnée du moment, mais qui est très importante sur le sujet. Alors, est-ce qu'on est en retard sur les énergies renouvelables? La réponse est oui, complètement, très en retard, mais le débat n'est pas là. Le débat, il est sur l'ensemble du mix énergétique en 2045. Ça m'est égal si on est en retard ou en avance, si ça ne sert à rien. Or, ça sert. Or, ça sert, évidemment. En 2045, si rien ne se passe, on n'aura plus d'électricité en appuyant sur le bouton. Ouais. On appuiera, je le confirme, on appuie sur le bouton. S'il n'y a aucune décision forte qui est prise, il n'y aura plus d'électricité. Et donc, il faut faire, alors que nous partons d'un mix décarboné à 92,5% aujourd'hui, grâce au nucléaire et à l'hydroélectrique. Ouais. Il faut qu'on évolue sur le mix énergétique. Le sujet, c'est l'évolution du mix énergétique. Et les renouvelables ne sont pas la solution, ils sont un des 4 points de la solution. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de se focaliser. Le monde n'est pas binaire, ce n'est pas énergie renouvelable ou rien, c'est 4 choses. C'est du nucléaire, c'est de la flexibilité, c'est de maîtriser la consommation qui, de toute façon, va augmenter de 40% d'ici 2050. Ça voudra dire qu'on l'aura bien maîtrisé. Et c'est enfin des ENR. Tout discours qui ne prend pas en compte les 4 leviers d'action, flexibilité, on pourra y revenir, nucléaire, renouvelable, optimisation de la consommation, est un discours faux. Comme on est là entre nous, je le dis, faux par omission, faux par idéologie et manque de désir. Le vrai sujet, c'est qu'on pourrait désirer de vivre ensemble et d'avoir de l'électricité en 2045.
Et pour ça, on a besoin des ENR. Et pour ça, elles sont très en retard. Dans les 4 choses sur lesquelles il faut piloter, je constate que les ENR, qui sont maintenant compétitives au niveau des prix, faut arrêter de dire que c'est cher. C'est pas vrai, c'est pas cher. C'est pas vrai, ce n'est plus cher. Quand on fait ce qu'il faut, ce n'est pas cher et c'est rentable. Mais on se trompe de sujet quand on dit qu'il faut développer les ENR. Alors, on ne veut pas d'éoliennes comme ci, on ne veut pas d'éoliennes comme ça. Il faut soi-disant que tout le monde ait des photovoltaïques sur son toit. Il faut faire de l'autoconsommation. On ne dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a besoin d'augmenter massivement les ENR. Massivement. Au milieu des 4 sujets que j'évoquais. Massivement. Et qu'on n'en prend pas tout à fait le chemin. On n'en prend pas tout à fait le chemin. Parce que sur le photovoltaïque, on ne libère pas de grands espaces. Il nous faut libérer de grands espaces. Il faut des projets de 500 mégawatts, des projets de 1000 mégawatts. La CNR a un projet de 500. Il faut faire de grands projets. Et la récente décision du Conseil constitutionnel sur il ne faut pas libérer des terrains faussement agricoles, ça m'a fait de la peine. Alors, ça m'a fait de la peine. Mais donc, on est sur les mêmes prix. Il faut dégager des grands terrains. Voilà. Et ça va prendre du temps. Mais il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que notre pays, malheureusement, fait la fine bouche pour accepter des ENR. Fait la fine bouche pour accepter les ENR. Tant sur le photovoltaïque, où on dit il faut faire de l'énergie citoyenne, chacun un petit peu son truc sur son toit, ça n'a aucun sens. Vous savez qu'avec tout ce qu'on parle du photovoltaïque, ça fait 2,5% de la consommation. 2,5%. Pour que ça passe à 10, je vous imagine pas, vous imaginez ce qu'il faut faire. Il faut des grands territoires de photovoltaïque, c'est clair. Sur les éoliennes en mer et éoliennes à terre, je voudrais juste dire que c'est vrai que c'est pénible. C'est vrai que c'est un inconvénient d'avoir des éoliennes. C'est vrai que c'est un inconvénient. Mais notre pays a eu des milliers de morts dans les mines de charbon, a eu des villages engloutis en entier, dont ceux de ma grand-mère, ma femme, pour avoir de l'électricité, pour qu'aujourd'hui on ait de l'électricité. Et donc, il faut qu'on se pose cette conscience ensemble, cette question de conscience. Est-ce qu'on veut faire des ENR? Est-ce qu'on en a envie? Au-delà du discours, la réponse, c'est que c'est indispensable, comme les autres points, comme les 4 autres points. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire pour lancer un débat. Il faut lever tous les freins au développement des ENR, sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Voilà, donc j'ai peur. Merci, Président, pour cette introduction anxiogène. J'ai l'impression néanmoins que certains des arguments que vous avez soulevés sont de nature à satisfaire Jean-Louis Val, le président du syndicat des énergies renouvelables, notamment celui sur notre très grand retard, n'est-ce pas, Président? Oui, effectivement. Donc, moi, je confirme que nous sommes en retard. On avait des objectifs qui avaient été fixés pour 2020 au niveau européen et déclinés pour chacun des pays membres. Il y a 4 pays dans l'Union qui n'ont pas atteint leur objectif 2020, dont la France. Alors, on a maintenant des objectifs 2030 pour lesquels on n'est pas non plus sur la bonne tendance pour les atteindre. Donc, c'est 33% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. On est aujourd'hui à 19, ce qui est quand même un beau progrès par rapport au début de la décennie 2010, mais c'est quand même infiniment trop lent. Il faut donc accélérer. Alors, il faut accélérer d'autant plus que ces objectifs 2030, ils vont devoir être révisés puisqu'il y a aujourd'hui un paquet européen, le Fit for 55, donc les 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 au lieu de 40%. Donc, ça va nécessiter une nouvelle accélération. Et donc, moi, je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Jean-François Carincos sur l'acceptabilité, sur des ENR, sur le fait qu'il faut accélérer et qu'il faut faire du massif.
mais j'élargirai le propos à l'ensemble des secteurs de l'énergie. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'électricité, même si les usages de l'électricité vont devoir s'étendre si on veut décarboner les secteurs de l'industrie, du transport et de l'habitat. Et donc, effectivement, comme l'a dit Jean-François Carenco, la consommation, même avec des efforts d'optimisation, elle va fortement augmenter. Et c'est grâce aux énergies renouvelables qu'on pourra augmenter notre production sans la carboner à nouveau. Et donc, on doit effectivement développer, sur base du socle hydroélectrique dont on dispose aujourd'hui, on doit développer le solaire photovoltaïque, l'éolien sur terre et en mer. Et en mer, c'est un peu l'illustration un peu caricaturale de la longueur de nos procédures. On a un programme éolien en mer qui a été conçu en 2008 et 2009 à l'occasion du Grenelle de l'environnement, et on va voir enfin les premières éoliennes en mer tourner l'année prochaine. On peut déjà, j'y étais la semaine dernière, constater que le premier champ éolien est en train de sortir de mer à Saint-Nazaire, mais 12 ans pour commencer un programme de développement de l'éolien en mer, c'est caricatural, et ça montre bien la lourdeur de nos procédures, et ça illustre aussi les questions d'acceptabilité évoquées par Jean-François Carenco, parce que une des raisons du retard, c'est les multiples recours qui ont été déposés contre tous les projets. C'est 100% de taux de recours. Et à chaque fois, un recours, ça prend 1 an et demi. Ensuite, il y a un appel. Ensuite, il y a le Conseil d'État. Et quand on cumule tout ça, c'est 3-4 ans. Européenne. Comment? Et la Cour de justice européenne derrière. Oui. Donc voilà, ça illustre bien les difficultés que nous avons à surmonter. Et Jean-François évoquait la question de l'acceptabilité. Et moi, je crois aussi qu'on manque au niveau de l'État d'analyse objective de la volonté des Français de développer les énergies renouvelables, et particulièrement l'éolien, mais pas seulement. On retrouve le même genre de soucis avec le photovoltaïque de plus en plus, avec la méthanisation. Mais il y a un mauvais choix de l'indicateur. Ce n'est pas le nombre de recours ou le nombre de protestations d'associations anti-éoliennes qui remontent via les préfets. Ça, ce n'est pas le bon indicateur. Que pense réellement la population autour des parcs ou autour des projets de parcs? Ça, c'est le véritable indicateur, et on ne l'utilise pas. Et ça me semble être un vrai frein dans le développement des énergies renouvelables. L'autre frein, il a été mentionné par Jean-François Carenco, je partage complètement, c'est l'accès au foncier. Hors de l'espace, on en dispose. On a une agriculture qui abandonne chaque année 80 000 hectares parce que des exploitants ne trouvent pas de successeurs au moment où ils prennent leur retraite. Enfin, tout le problème de la déprise agricole. Et c'est la croissance naturelle de la forêt qui comble ces 80 000 hectares. Il ne faudrait pas en consacrer beaucoup à faire du photovoltaïque ou de l'éolien pour satisfaire nos objectifs. Donc, la question de la disponibilité de l'espace, elle ne se discute pas. Par contre, les contraintes qui sont imposées aux développeurs de projets dans le cadre des appels d'offres notamment, ça nous empêche d'atteindre le rythme de croisière qui serait absolument indispensable pour atteindre les objectifs. Est-ce qu'on a une idée, Jean-Louis Bal, du volume de terrain, de la superficie des terrains qui serait nécessaire pour atteindre déjà les objectifs à 2030 que nous nous sommes fixés en attendant qu'ils soient révisés à la suite de Fit for 55? De combien d'espace avons-nous besoin?
Ouais, la technologie qui est la plus consommatrice d'espace, c'est le solaire photovoltaïque. Hein. L'éolien ne consomme quasiment pas d'espace, hein, parce que quand une ferme éolienne est implantée sur un terrain, elle n'occupe dans la réalité que quelques pourcents de ce terrain. C'est donc le photovoltaïque qui est l'essentiel de consommateur de foncier. Et pour respecter les objectifs de notre PPE, on aurait besoin en moyenne de 3 à 4 000 hectares par an, dont une partie peut être assurée par les terres dégradées, par d'autres types de fonciers de ce genre-là. Mais rapprochez ça, les 3 à 4 000 hectares, du chiffre que je viens de vous donner, les 80 000 hectares qui sont abandonnés chaque année, c'est la moyenne depuis 10 ans, hein, qui sont abandonnés donc par la déprise agricole. D'accord, il n'y a pas risque de conflit justement entre la volonté d'accroître la production d'agrocarburants, la volonté de préserver les sols pour y stocker du carbone, de lutter contre l'urbanisation, etc. On a l'impression que le sol est au confluent de beaucoup d'appétence, beaucoup d'appétit pro-climat. Et au contraire, consacrer une partie de ces terres qui sont abandonnées chaque année, les consacrer à du photovoltaïque, ça pourrait procurer des revenus supplémentaires au monde agricole et qui permettrait de conforter les exploitations existantes. Anthony Félier, je vous vois réagir. Qu'est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous pouvez faire ou ne pas faire pour accélérer le rythme de déploiement des énergies renouvelables? Alors, on a plusieurs leviers à notre main, mais je vais revenir sur les propos des deux présidents, président Carenco et président Ball, parce que finalement, on partage tous l'analyse. On a un enjeu majeur qui se présente à nous, c'est celui de pouvoir proposer aux Françaises et aux Français, dans des horizons de temps qui sont relativement courts, parce que 2045, comme le précisait le président Carenco, c'est demain, hein. En matière d'énergie, c'est des décisions qui se prennent aujourd'hui et qui auront un impact dans 20, 25 ans, 30 ans. Donc, c'est demain. Proposer à nos concitoyens ce dont ils bénéficient déjà, c'est-à-dire d'une énergie qui n'est pas carbone, à un coût maîtrisé et toujours disponible. C'est ça qui doit nous guider. Et tout ça sur la bannière, bien évidemment, sous la bannière, pardon, de l'impératif climatique. C'est quand même l'objet de notre table ronde, c'est l'objet de ces 24 heures. Donc, je rejoins l'impératif temporel et l'impératif structurel de la décarbonation de nos énergies. Alors, on vient d'où et où on va? On vient d'où? C'est pour la partie énergie électrique, c'est notre socle nucléaire qui représente une part importante de notre énergie électrique, et c'est l'engagement politique que j'ai eu le plaisir et l'honneur de défendre à l'Assemblée nationale, d'un horizon à 2035, d'un mix qui serait de 50% d'énergie renouvelable, enfin d'énergie nucléaire, pardon, et sur laquelle il faut venir appuyer les énergies renouvelables. Parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même décarboner nos économies. Alors, on doit travailler sur plusieurs points, c'est ce qu'a précisé encore une fois ce qu'ont précisé les deux présidents finalement, sur le parc nucléaire, sur la flexibilité, sur la maîtrise de la consommation et sur les ENR. Alors, on doit développer massivement, parce qu'on aura besoin de l'ensemble des solutions des énergies renouvelables. Tout le spectre qui nous est proposé aujourd'hui doit être mobilisé et doit être mobilisé rapidement, parce qu'on a parlé des délais, j'allais dire, de recours qui sclérosent parfois des projets. On a, et il faut le prendre en compte, des rejets de certains de nos concitoyens, notamment en matière d'éolien, qui en plus trouvent un écho politique, puisqu'on a bientôt un rendez-vous, qui trouve un écho politique favorable pour ceux qui n'ont absolument rien compris à la stratégie énergétique française. Hein. Enfin, il faut se le dire droit dans les yeux. Ceux qui prétendent aujourd'hui qu'on pourra se passer d'éoliennes sont complètement à côté des objectifs qu'on se fixe. On aura besoin de l'ensemble des énergies renouvelables et on aura besoin aussi de notre parc électronucléaire, tout comme notre parc hydroélectrique. Si on veut avoir une énergie décarbonée, flexible, pilotable, à coût maîtrisé.
Voilà les enjeux sur lesquels le politique doit s'exprimer et doit influer. C'est ce que j'essaye de faire depuis bientôt 4 ans. On aura un rendez-vous dans l'hémicycle en 2023, puisque désormais, les parlementaires seront saisis sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais c'est un effort collectif dans l'intérêt général. Et il faut que tout le monde prenne conscience des enjeux qui s'offrent à nous et des choix qu'on devra faire et qu'on devra défendre, que ce soit dans l'hémicycle, mais au plus profond de nos territoires. Monsieur le député, si j'ai, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression de réentendre des discours que j'ai pu entendre lors de l'élaboration des lois Grenelle, où il s'agissait déjà d'accélérer le rythme des déploiements pour sécuriser l'approvisionnement et préparer l'avenir. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup progressé, et les deux présidents nous disaient qu'on était un tout petit peu à la bourre. Est-ce que vous, parlementaires, votre parti ou un courant transparti est susceptible d'agir pour lever les verrous qui sont encore serrés? Il y a des points sur lesquels, qu'on soit bien d'accord, que les autres aient fait des incantations et qu'aujourd'hui on en soit là, je veux bien. Après, il y a ceux qui, maintenant, depuis 4 ans, y sont et sont au-delà des incantations et réalisent des choses. Typiquement, gaz renouvelable, on est à rendez-vous de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volume de logements qui nécessitait une rénovation énergétique, cette année, c'est 600 000 rénovations énergétiques de bâtiments. Donc, on ne peut pas dire que on réitère les propos du passé où on avait le temps et on se projetait, etc. Aujourd'hui, ceux qui ont renégocié les tarifs de rachat de l'éolien, parce que c'était nécessaire, parce que les tarifs de rachat de l'éolien à l'époque, c'était indécent. C'est quand même ce gouvernement, c'est quand même cette majorité-là. Ceux qui ont développé un parc industriel prompt à fabriquer des éoliennes offshore, c'est ce gouvernement. Tout ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais tout ça ne se fait pas en ayant uniquement des incantations, comme on peut les entendre en ce moment. Donc, typiquement, puisque la tendance est à la mode, tous ceux qui vous expliquent que demain, on pourra se passer d'éolien en multipliant le parc électronucléaire français, mentent. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ils mentent. On aura besoin de l'ensemble des énergies renouvelables mobilisables et également de notre parc électronucléaire, ce qu'on appelle en VD4, et certainement également d'un nouveau parc nucléaire. Et c'est cette compilation de tout ça qui nous permettra d'aborder l'avenir de manière un peu plus sereine. J'entends bien. Néanmoins, est-ce que dans le paysage législatif, normatif, réglementaire français, est-ce qu'il y a encore des choses à faire évoluer pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et pas seulement électriques, tout en sachant qu'il faudra effectivement s'occuper du reste aussi? Ce qu'on a fait en partie, réduire le nombre de recours, entre autres, qui est très chronophage, faciliter la discussion et l'acceptation, éviter que les fausses informations circulent, notamment, je reviens sur l'éolien, mais notamment sur l'éolien, faciliter les démarches administratives. Jean-Louis Bal l'a très bien précisé, notre pays souffre d'une difficulté incroyable, c'est que de l'autre côté du Rhin, vous pouvez avoir un projet qui en 7 ans vous avez le projet et la production est en place. Nous, il faut 10 ans. Donc, il faut encore une fois faciliter pour permettre cette accélération nécessaire. Le président Carenco parlait tout à l'heure de la crise que nous subissons et de l'évolution possible des tarifs. Certains appellent à une réduction sensible de l'ex-CSPE, ce qui aurait un effet évident sur le financement des énergies renouvelables électriques. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour ou est-ce que c'est un fantasme de certains? Bon, il ne me revient pas de vous donner la primeur de ce qui va être annoncé par le Premier ministre. Ce que je peux vous dire, c'est que ce gouvernement et cette majorité, on est mobilisés, d'ailleurs avec le président Carenco et la Commission de régulation de l'énergie. Tout le monde est mobilisé pour trouver des solutions et permettre, non pas l'hystérie qui est en train parfois l'hystérie médiatique qui est en train de se faire autour de ce sujet-là, parce que le phénomène qu'on vit là, c'est un phénomène structurel. Qui n'aura pas une tendance à s'installer dans le temps. Voilà. Donc, par contre, il faut mettre en place des dispositifs, le chèque énergie qui a été annoncé par le Premier ministre la semaine dernière, d'autres dispositions dont, encore une fois, ce n'est pas à moi de vous les révéler, mais pour lesquelles nous travaillons énormément,
certainement un peu sur une part de modularité de la fiscalité, mais pour amortir cette période que nous sommes en train de vivre. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, la France n'a pas à rougir de ce qui se passe dans d'autres pays. En Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, vous voyez bien que les conséquences de l'augmentation de ces tarifs, elles sont importantes. Des prix qui sont stratosphériques. Stratosphériques. Voilà. Donc, ce gouvernement est pleinement mobilisé. On est à la manœuvre. Il y aura un temps pour les annonces. Ça ne devrait pas tarder. Je pense qu'on n'aura pas à attendre le 15 octobre pour avoir les annonces du Premier ministre. Mais encore une fois, c'est à lui de le faire. Merci, monsieur le député. Nicolas Nas, j'imagine qu'il y a certains propos précédents qui ont pu vous heurter, en tout cas être en contradiction avec la vision que défend Greenpeace, qui est celle plutôt d'une décarbonation à base d'énergie renouvelable pour l'essentiel. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs d'abord nous rappeler un petit peu la vision énergétique de Greenpeace pour la France et nous indiquer quelles seraient les principales étapes pour arriver à ce nirvana d'électricité verte? Oui, bonjour à tous. Et beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je voudrais réagir dans un premier temps. Bien différencier énergie et électricité. Alors nous, on n'a pas une énergie bas carbone, on a une électricité bas carbone aujourd'hui, parce que notre énergie dépend quand même aux 2/3 des énergies fossiles aujourd'hui, donc essentiellement pétrole et gaz fossiles. Et évidemment, l'enjeu, la priorité, c'est de à la fois sortir de ces énergies fossiles le plus rapidement possible, tout en permettant un accès à l'énergie qui soit stable et à prix, je dirais, acceptable, même si la définition d'acceptable est à voir, puisqu'il y a de grandes chances que les prix à l'avenir augmentent. Il faut quand même aussi le dire, puisqu'on va faire des investissements qui sont assez lourds, quels que soient les choix qu'on fait, et ça aura des conséquences aussi sur la facture énergétique. Et évidemment, une des priorités, c'est de prendre en compte les plus précaires là-dedans pour essayer de limiter l'impact de cette probable future augmentation d'énergie. Sur les renouvelables, oui, effectivement, on est largement en retard en France, que ce soit sur l'électricité ou la production de chaleur. On est en-delà des objectifs qui sont fixés, qui eux-mêmes sont probablement insuffisants. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est en retard et comment on va combler ce retard. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites sur les procédures, il y a aussi un certain nombre de choix politiques qui ont été faits. Il y a évidemment la question de l'acceptabilité, ou je dirais plutôt de comment on inclut les citoyens et les citoyennes dans cette transition énergétique. Ça, c'est vraiment une question qui est centrale. Et puis, il y a la question de la stratégie de déploiement, avec quelle est la place des territoires et des citoyens et des citoyennes là-dedans. Et puis, en plus de cette transition énergétique qui est nécessaire, il y a effectivement, d'un point de vue de l'électricité, une vraie question centrale qui est par quoi on va remplacer les centrales nucléaires actuelles qui sont vieillissantes et qui vont fermer de toute façon dans les 10, 15, 20 ans. Ça, c'est un autre débat. Et en fait, ça a été dit, mais la première chose à dire, c'est effectivement, quels que soient les choix qu'on fait, de construire ou non du nouveau nucléaire, il va falloir développer massivement et rapidement les énergies renouvelables, et notamment les éoliennes. C'est quelque chose qui serait important de rappeler à certains candidats à la présidentielle, notamment sur l'aile droite de l'échiquier politique, où là, on a vraiment une instrumentalisation du sujet par des candidats qui, il y a quelques années, étaient en faveur du gaz de schiste ou autre. Donc, c'est toujours assez cocasse de voir ce genre de déclaration. Nous, ce qu'on dit à Greenpeace, c'est que sur le nouveau nucléaire, il y a par contre un débat à avoir et qu'il y a un vrai choix de société qui est, est-ce qu'on veut repartir pour 60 années au moins de nucléaire avec ce que ça implique, le risque d'accident, la question des déchets et puis évidemment la question industrielle qui est de celle d'une industrie qui est quand même en déclin avec un fiasco total de l'EPR de Flamanville. Et évidemment, si on se lance dans la construction de nouveaux réacteurs, il y a toujours la perspective de retard et de surcoût qui serait massif et qui impacterait notre transition énergétique. Ou l'autre option, c'est est-ce qu'on veut aller progressivement, et j'insiste sur le progressivement, vers un mix 100% renouvelable à horizon 2050. Alors, on peut discuter de la date plus précise. Évidemment, ce choix-là pose aussi d'autres questions, des questions plus d'ordre technique, notamment sur l'adaptation du réseau électrique, qui aujourd'hui n'est pas fait pour avoir une grosse part d'énergie renouvelable. Mais il y a pas mal de recherches, notamment par RTE, qui sont mises en avant. Il y a aussi la question du coût, évidemment, de ce mix. Ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un choix de société et il faut réussir à le porter sur la place publique et que ce soit un choix démocratique qui implique les citoyens. Parce qu'en fait, on ne fera pas la transition énergétique, on n'y arrivera pas si on le fait de façon
technocratique, si on ne consulte pas les citoyens, si on essaye d'imposer des sujets. Et évidemment, là-dessus, les rapports qui vont arriver à l'automne, donc il y a évidemment celui des RTE qui vont présenter différents scénarios avec du nouveau nucléaire ou vers 100% d'énergie renouvelable, vont être très importants sur la faisabilité, sur les coûts, etc. Il y a d'autres rapports aussi qui sont à venir, donc que ce soit sur le mix énergétique, donc je pense notamment à ceux de Négawatt et ceux de l'ADEME, ou aussi sur le coût des énergies, où de notre côté, en collaboration avec l'Institut Rousseau, on va sortir un rapport sur le coût des énergies, et la Fondation pour la Nature et pour l'Homme va également poser cette question du coût des énergies futures. Donc tout ça, c'est vraiment des rapports qui doivent servir à éclairer le débat public et pour avoir un débat vraiment serein et poser la question ouvertement, un vrai débat de société entre acteurs institutionnels, de la société civile, entreprises, etc., pour vraiment faire ce choix de société qui est nécessaire. Alors, Nicolas Nas, comme les autres panélistes, vous êtes favorable donc, au déploiement des énergies renouvelables. Est-ce que vous avez, vous aussi, des idées concrètes pour accélérer le mouvement? Parce que pour l'instant, on en reste aux généralités et vous avez parlé de consulter le public, mais ça, le public est déjà consulté sur chaque projet. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux? Alors, j'ai parlé plutôt d'implication que de consultation et la notion est assez différente. J'ai deux choses là-dessus. La première, c'est la place du territoire. Et là-dessus, je dois souligner quand même une des avancées de la loi climat et résilience, qui est le fait que les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables seront cohérents avec les objectifs nationaux. Donc, c'est quand même une avancée importante. Ça va nécessiter aussi beaucoup de concertation. On espère qu'elle sera réelle. Et également un contrôle de l'État qui doit être vraiment le chef d'orchestre, mais aussi le gendarme pour respecter les engagements de chaque région. Et puis, évidemment, la question du développement de façon plus équilibrée sur le territoire, parce que si on prend l'éolien terrestre, aujourd'hui, il y a 2 régions françaises, les Hauts-de-France et Grand Est, qui concentrent 50% de la capacité ou de la production d'énergie éolienne, alors que les potentiels de vent ne reflètent pas exactement cette disparité. Donc, il devrait y avoir un meilleur équilibrage entre les régions. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment la place du citoyen là-dedans. Là-dessus aussi, quelques avancées au niveau européen d'abord, puis au niveau français, avec cette notion de communauté d'énergie citoyenne et la question de quelle place dans les citoyens pour les projets. Donc, d'un point de vue consultatif, c'est insuffisant, mais voilà, il faut vraiment impliquer les citoyens dans les finances, dans le financement, mais aussi dans la gouvernance des projets, pour que les citoyens au niveau local et les acteurs locaux aient leur mot à dire. Quand on regarde les résultats, quand il y a une gouvernance locale, il y a plus de retombées économiques au niveau local, parce que les citoyens qui ont investi, qui ont des retombées financières, vont investir à leur tour plus au niveau local. Les prestataires sont plus souvent issus du tissu local, donc ça permet vraiment d'ancrer le territoire et les citoyens dans la transition. Alors, ce n'est pas une image utopiste en disant il faut faire 100% d'énergie citoyenne, c'est impossible, on le sait, il va falloir des projets industriels, notamment pour l'éolien en mer, mais il faut, si je puis dire, il faudrait industrialiser les projets citoyens, donc pour ne pas rester uniquement sur des petits projets qui ont un impact limité, donc avoir des projets citoyens à l'échelle communale ou intercommunale, et puis, si je puis dire aussi, citoyenniser les projets industriels pour vraiment impliquer les citoyens aussi dans les gros projets et que justement l'acceptabilité ou en tout cas l'implication des citoyens soit plus importante. Merci Nicolas Nas. Je vais me faire le porte-parole des internautes qui suivent les débats en relayant leurs questions. Alors, première question, c'est est-ce qu'on pourrait évoquer tout ce qui est en mesure de favoriser le développement de l'efficacité énergétique? Est-ce que les certificats d'économie d'énergie suffisent ou est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer ou à optimiser là aussi? Qui veut se lancer sur ce sujet toujours délicat? Président Karenko, on ne vous entend pas. Oui, je veux bien lancer sur l'efficacité énergétique, mais ça répond aussi à ce que disait Nicolas Nas. Il ne faut pas se voiler la face. J'ai apprécié ce qu'a dit au début Nicolas Nas, ça me paraissait bien. Et puis après, on est parti sur une espèce d'idéologie de l'énergie citoyenne, de la République des territoires contre le territoire de la République. Ça n'a aucune efficacité, ce que vous dites, monsieur Nas. Il nous faut produire des milliers et des milliers de térawattheures. Est-ce que, après vous avez dit, les communautés d'énergie citoyenne, c'est-à-dire l'autoconsommation, c'est un système où on paye le citoyen
pour qu'il ne paye pas les réseaux, qu'il ne paye pas d'impôts. On le paye pour qu'il ne paye pas d'impôts, qu'il ne paye pas ses réseaux et qu'il gagne de l'argent. Pour moi, ce n'est pas citoyen, ça. C'est une espèce d'idéologie que je ne comprends pas. Quant à dire il faut que partout tout le monde s'empare des choses, à la fin, regardez ce qui se passe. Tout le monde est contre dès qu'il y a quelque chose chez lui. Si on fait comme ça va être la même chose que sur les éoliennes dans le Nord. Tout ça ne marche pas. Tout ça ne marche pas. Et en 2045, ma question est où on va? Alors maintenant, je réponds à la question sur l'efficacité énergétique. Il y a l'efficacité de la production et l'efficacité de la moindre consommation. Sur l'efficacité de la production, on est en passe de réussir quand même à augmenter l'efficience à la fois des éoliennes et du photovoltaïque, avec du photovoltaïque, mais Jean-Louis pourrait le dire mieux que moi, hein, qui maintenant ne produit pas juste quand on le met tout droit bien partout. On veut dire, c'est l'efficacité, hein, l'efficience, tant des éoliennes que du photovoltaïque augmente très vite et il faut que la recherche continue. Et puis après, vous avez l'efficience sur la consommation. Sur la consommation, je pense qu'on n'est pas trop mal sur l'interruptibilité. Il y a un truc que je n'ai jamais compris en France, c'est pourquoi on n'arrive pas à travailler mieux sur l'effacement. Je suis favorable à ce que, mais je ne sais pas comment le faire. Il y a deux sujets qui me préoccupent. Il y a l'effacement et le stockage, je vais y revenir. Sur l'effacement, on n'a pas de grand plan d'effacement national. Et je n'arrive pas, pourtant j'y travaille tous les jours, à savoir comment on pourrait rentrer dans ce débat pour que, par exemple, chez vous, votre frigidaire s'arrête une demi-heure toutes les nuits, que votre véhicule ne se recharge pas automatiquement quand il y a un pic de consommation, que votre chauffage, si vous ne le décidez pas formellement autrement, n'aille pas au-delà de 20 degrés. Tout ça, c'est de l'effacement. On n'a pas le bon plan. On n'a pas de plan. Voilà. Bon. Et après, vous avez le sujet du stockage qui n'est pas encore bien fait. À la fois, c'est la seule critique que moi je fais au système européen sur le unbundling stockage avec les réseaux. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un truc pour Anthony, ça. Hein. Est-ce qu'on peut progresser sur le fait que les réseaux sont peut-être le meilleur lieu pour stocker et pour éviter de la production inutile. Mais donc, sur la réponse, c'est, je pense, précise à l'internaute, sur la production, on progresse, mais Jean-Louis Ball, je pense, le confirmera, que sur la consommation, on n'est pas bon sur l'effacement et sur l'intermédiaire, on n'est pas bon sur le stockage. Jean-Louis Ball, il y a une question aussi qui est susceptible de vous intéresser, c'est qu'on vous reproche de ne jamais parler de solaire thermique. Alors, cette technologie est-elle abandonnée ou est-ce qu'on n'en parle pas parce que ça se passe bien? Ceux qui me reprochent d'abandonner le solaire thermique me font un mauvais procès parce que s'il y a bien une organisation qui essaye de remettre en place cette technologie, c'est la nôtre. Et donc, on va d'ailleurs profiter de la publication de notre prochain livre blanc à l'occasion du colloque du syndicat qui aura lieu la semaine prochaine. Et on reparlera de chaleur de façon générale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un raccourci. Quand on parle de chaleur renouvelable, on fait égal biomasse. On oublie, c'est vrai que la biomasse est la source la plus importante, hein, mais on ne doit pas oublier la géothermie et le solaire thermique qui est en train de prendre une réelle efficacité économique pour des grands projets à consommation industrielle ou pour consommation sur des réseaux de chaleur. Alors, je voulais revenir sur les facteurs d'accélération. Moi, je suis convaincu, je ne vais peut-être pas aller aussi loin que Nicolas Nas, mais que l'implication des collectivités locales et des riverains est un facteur d'accélération. Alors, c'est vrai qu'on ne fera pas 100% de nos projets énergie renouvelable avec de la participation citoyenne, mais nos entreprises ont bien compris qu'associer les collectivités et les riverains, c'est un facteur d'acceptabilité, d'accélération. Pour moi, un autre facteur
d'accélération. Je le dis depuis 10 ans, je ne sais pas si j'arriverai un jour à le faire accepter, c'est qu'il faudrait renforcer les moyens humains de l'État. C'est assez désolant de voir le nombre de personnes qui consacrent leur activité aux énergies renouvelables, à la fois dans les services nationaux, les services centraux, et dans les services déconcentrés de l'État. Il y a une insuffisance, mais énorme, de moyens, et c'est une des raisons qui explique la lenteur de prise de décision, la lenteur pour donner des avis sur les projets. Et quand je demande une augmentation des moyens humains, c'est pas rajouter 4 ou 5 postes par-ci ou 4 ou 5 postes par-là. Il faut probablement doubler ou tripler les effectifs. Quand on regarde les enjeux qu'on a devant nous dans la transition énergétique et dans la lutte contre le changement climatique, le nombre de personnes qui sont consacrées au niveau de l'État, c'est dérisoire. Et ça, c'est une chose qui explique beaucoup nos retards. Je voulais revenir sur un autre constat qu'a fait Nicolas Nas, mais qui est la concentration des éoliennes dans 2 grandes régions. C'est une réalité, nous, on est les premiers à le déplorer, mais c'est la conséquence de toutes les contraintes qu'on doit affronter. Il y a plus de la moitié du territoire qui est interdite aux éoliennes, pour des tas de raisons, certaines bonnes, d'autres beaucoup moins. On a un problème avec les radars, par exemple civils, militaires, météo, qui nous interdisent beaucoup de régions. Libérons les contraintes et on arrêtera de se concentrer donc dans certaines régions. Et troisième point que je voulais évoquer sur l'accélération, c'est qu'il faut revenir sur l'erreur qui a été commise avec la taxe carbone. On avait sur le principe une idée très bonne qui était mise en application par la loi de transition énergétique d'avoir une taxe carbone qui augmentait progressivement au fil des années. C'était une bonne idée d'avoir un signal prix qui nous incite à investir sur des technologies décarbonées. Le problème, et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, et on voit bien que le gouvernement actuel est tétanisé par la perspective d'éventuellement revenir sur une crise comme celle-là, c'est que le produit de la taxe n'était pas utilisé à la transition énergétique. Et que du coup, c'était perçu comme une façon de remplir les caisses de l'État comme une autre. Si on avait utilisé le produit de la taxe à aider les citoyens les plus précaires à pouvoir réaliser eux-mêmes leur propre transition énergétique, à acheter leurs véhicules non polluants, à rendre leur logement efficace en énergie, à y intégrer des énergies renouvelables, je pense que la taxe carbone aurait été beaucoup mieux acceptée. Et d'ailleurs, dans les propositions que nous allons formuler, ce serait d'avoir, comme c'est prévu au niveau européen, un fonds social de la transition énergétique qui permettrait aux plus précaires de ne pas avoir à supporter les inconvénients majeurs de l'augmentation du prix de l'énergie qui va découler de toutes les politiques de transition énergétique, que ce soit de façon naturelle comme on le connaît maintenant, ou de façon dirigée avec une politique qui vise à donner un signal prix au carbone. Président Karenko, je vous vois réagir avec un micro. Pardon. Je suis évidemment d'accord sur le fonds social pour la transition énergétique avec ce qu'exprime Jean-Luc Bal. Je suis en désaccord sur la spécificité et sur le fléchage des impôts. C'est le contraire de ce qui, voilà, c'est juste le contraire de la République française. Les impôts, ça rentre dans la caisse de l'État. Ça s'appelle des impôts d'orientation. Vous avez des impôts de rendement et des impôts d'orientation. Après, il y a l'utilisation des impôts. Elle est décidée par le peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat.
vous ne pouvez pas revenir sur la non-spécialisation des recettes fiscales, est à mon avis un drame pour ce pays si on va comme ça. Et ce que je voudrais, c'est qu'on fasse la transition énergétique, qu'on développe des énergies renouvelables absolument majoritairement, sans remettre en cause ce qui est l'histoire et la solidarité de notre pays. Si les énergies renouvelables, c'est la défaite de la solidarité, alors je suis contre. Mais je sais qu'on peut faire différemment. Si on revient à des valeurs simples, quand vous dites qu'il faut que les citoyens s'expriment, je réponds à Nicolas Nas, mais les citoyens, ils votent en permanence pour des parlements qui sont élus démocratiquement. On est le pays où on vote le plus souvent au monde. Moi, j'ai confiance dans les députés pour lesquels on vote. C'est eux le peuple. Je vous invite à relire tout ce qui s'est passé sous la Révolution française. Message adressé à Anthony Sellier. Vous allez bientôt engager l'examen du projet de loi de finances. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent passer à l'occasion de ce grand débat parlementaire pour accélérer les énergies renouvelables? J'aimerais également qu'on touche un mot sur les questions touchant à la recherche, parce qu'on a évoqué le stockage en particulier, et on a l'impression que parfois on manque un peu d'argent et de techniciens pour ça. Pardon, Anthony Sellier. Non, mais je vais revenir sur les différents propos. Je serai moins dur que le président Karenko sur les communautés d'énergie citoyenne, puisque je l'ai défendu dans l'hémicycle. C'est une transposition européenne. Mais je partage l'analyse sur le fait que le principe de solidarité de notre pays, dont le réseau électrique en est un peu la quintessence, qui fait que vous soyez dans la vallée de la Vésubie ou à Paris, votre prix du kilowattheure reste le même, l'accès à un réseau reste le même, et ça, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. Il ne faut pas sectoriser ou faire en sorte que, parce que vous seriez riche, vous pourriez vous payer de l'électricité sur votre toit, et parce que vous seriez plus modeste, vous seriez tributaire d'un marché sur lequel vous n'auriez aucune influence. Donc, le rôle du parlementaire, c'est aussi ça, c'est de trouver le juste équilibre entre le champ expérimental des communautés d'énergie citoyenne et ce principe de solidarité qui anime quand même notre pays. Partage aujourd'hui également l'analyse sur le travail qu'il y a à faire sur l'effacement et l'effacement diffus. Ça, c'est un sujet, je pense qu'il y a tout un champ des possibles pour les parlementaires qui souhaitent s'emparer de ce sujet-là. Typiquement, moi, dans ma circonscription, on a développé un dispositif véhicule to grid, V2G, qui s'appelle Flexitani. Et ça, c'est un champ prospectif qui est très, très intéressant. Et je vais essayer de vous le résumer techniquement, mais c'est pour vous dire ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est un site de stockage potentiel d'énergie. Il y a deux possibilités. Soit vous le pluguez sur le réseau, et généralement, c'est à un moment de pointe. Et donc là, c'est néfaste pour notre système énergétique parce que vous venez chercher de l'énergie au moment où tout le monde vient en chercher. Soit vous faites quelque chose d'intelligent, un réseau intelligent, qui fait que votre réseau sait combien il y a d'énergie stockée dans ce véhicule, il sait combien il peut venir en chercher pour le réinjecter sur le réseau au bon moment. Ça s'appelle le véhicule to grid, vous avez le véhicule to home. Ça, c'est un champ prospectif extraordinaire. Et pour le parlementaire que je suis, il y a aussi ce champ de réflexion sur, OK, mais à qui appartient l'énergie qui est stockée? Quelle va être la rétribution que l'on doit donner à la personne qui a cette énergie stockée? Quand vous raisonnez à un véhicule, bon, ça peut paraître intéressant. Si vous mettez 15 000 ou 20 000 Zoé connectées au réseau qui elles-mêmes ont stocké et rendent cette énergie disponible, là, vous avez un champ intéressant de stockage potentiel d'un réseau intelligent qui, à mon avis, doit être plus fortement investi et techniquement et par le législateur. Je voulais rassurer Jean-Louis Ball, on n'est pas tétanisé par qui que ce soit et quoi que ce soit. Il faut savoir tirer un retour d'expérience malheureuse. La séquence Gilets jaunes, elle est venue confronter ce qu'on a appelé la fin du monde et la fin du mois. Notre responsabilité, un, c'est de ne pas être sclérosé, et deux, c'est de trouver des solutions. Et je reprendrai une métaphore, mais on a expliqué pendant des années à des gens qu'il fallait s'équiper de véhicules diesel, qu'il fallait vivre de telle manière. Et là, en 10 ans, on leur explique l'inverse de ce qu'on leur dit depuis 30 ans. Ça doit s'accompagner par une politique publique, non pas par forcément une taxe affectée. Je rejoins l'analyse du président Karenko. Il faut, comment dire,
la puissance publique, elle est là pour donner des orientations et des impulsions. Et donc, on ne peut pas affecter typiquement cette taxe à ce type de réponse-là. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le quotidien de nos concitoyens et les accompagner pour fin des chaudières au fioul. C'est une disposition qu'on a défendue fortement et qui porte ses fruits aujourd'hui et qui décarbone notre énergie. L'équipement de véhicules électriques, la rénovation énergétique des bâtiments, tout ça avance pas à petits pas, ça avance grandement, pas assez vite. Et derrière, bien évidemment, c'est tout ce qui nous permet d'accompagner le développement des énergies renouvelables. Voilà. Et donc, on aura discuté tout ça dans le PLF. Question sur l'effacement. J'ai le souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, EDF commercialisait encore le tarif EJP, qui était une solution efficace, et robuste et pas chère d'effacement. Pourquoi le législateur, le régulateur n'enjoignent pas aux distributeurs et aux producteurs d'électricité de proposer à nouveau ce genre de tarif ou une offre équivalente? Avec le micro, Président. La réponse, c'est que j'en sais rien et j'en suis mari, mais c'est une vraie question, mais je vais la noter parce que c'était un bon système. Ouais, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Oui, il suffisait d'une diode verte et une rouge et les gens faisaient leur choix énergétique. Question également, peut-être pour finir. Après, vous avez, si je peux me permettre, Valérie, mais oui. sur ces sujets-là, vous avez aussi regardé comment tout ce qui relève du compteur Linky a cristallisé à un moment donné le débat public. En imaginant qu'on allait observer qui allait prendre sa douche, à quelle heure. En fait, que ce soit Enedis ou le législateur, ne s'intéresse absolument pas de savoir qui prend sa douche à quelle heure. C'est de savoir, à un moment donné, au travers des comportements collectifs, comment on peut mieux piloter notre réseau. Mais encore une fois, tout à l'heure, je parlais d'intérêt général. Il faut bien mesurer l'enjeu auquel on doit faire face dans les années à venir, et sans jouer les Cassandres dans un temps relativement court. Ça va nécessiter de la part de tout le monde, et chacun prendra sa part. Je prendrai la mienne en tant que législateur, mais ça va demander de la part de tout le monde des concessions dans son quotidien et de l'acceptabilité. C'est ce qui fait notre nation, ce qui fait sa grandeur, ce qui fait la fierté pour ma part d'être français. Mais il faut que tout le monde en prenne acte et se sente investi sur des sujets dont on a un peu oublié la réalité, parce que notre système énergétique et notre système électrique tout particulièrement, il fonctionne très bien, 24 heures sur 24, à un coût maîtrisé et bas carbone. Et on l'oublie tellement c'est évident, parce que ça fait notre quotidien. Dernière question peut-être sur la recherche, je vais enfin la poser. Consacre-t-on assez d'argent, de moyens, de chercheurs aux solutions dont nous avons besoin? Le président Karenko parlait des solutions de stockage, d'amélioration du pilotage de nos réseaux. Est-ce qu'on y met assez de moyens ou est-ce qu'il y a encore là aussi un effort à faire? Je ne sais pas, Jean-Louis Val? Oui, je pense qu'on ne consacre probablement pas assez de moyens publics donc à ces sujets. Et je pense que sans vouloir répondre sur la question du stockage, qui me semble, ou de l'hydrogène, qui me semble un sujet important pour le futur, il y a d'autres sujets qu'il ne faut pas oublier. C'est les équipements de production d'énergie renouvelable qui sont déjà commercialisés ou qui vont être commercialisés prochainement, comme le solaire photovoltaïque, comme l'éolien flottant par exemple, ou comme les hydroliennes, qui mériteraient de continuer donc des efforts de R&D, parce que c'est ça qui peut nous permettre, et on n'en a pas parlé, un développement industriel qui accompagne le développement énergétique que nous sommes en train d'essayer d'accélérer. Avoir des modules photovoltaïques qui viennent de Chine ou d'autres pays asiatiques
alors que nous avons des technologies disponibles sur les territoires nationaux et qu'on peut encore prévoir les technologies qui vont arriver dans les prochaines années, c'est pas satisfaisant. L'éolien en mer flottant, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui, techniquement, mais qui doivent encore être considérablement améliorées. Donc, et là aussi, il y a des enjeux industriels derrière. Moi, faire de la recherche pour faire de la recherche, j'ai jamais été passionné, c'est intéressant, hein. Mais je pense qu'il faut ne pas oublier que derrière, il y a des enjeux industriels. Absolument. Ce que je voudrais, c'est qu'on conclue cette table ronde par la formulation de propositions concrètes qui pourront être ou pas réutilisées par les candidats et les candidates à la présidentielle. Une mesure chacun. Jean-Louis Bal, qu'est-ce que vous préconisez? Mais des propositions, j'en ai une dizaine, donc je ne vais pas vous les… Faites-moi l'eau, alors. Vous les énumérer toutes. On aura l'occasion d'en reparler de notre colloque. Je fais un peu de publicité pour ma maison. Donc, le 7 octobre, à la maison de l'UNESCO, n'oubliez pas. Mais pour moi, il y a une mesure qui me semble, que j'ai déjà évoquée dans la discussion, qui me semble absolument essentielle, c'est qu'il y ait un vrai pilotage par l'État. Et j'ai bien dit pilotage, ce n'est pas le gendarme, comme l'a évoqué Nicolas Nas tout à l'heure. C'est un pilotage de cette politique de la transition énergétique par l'État. Et concernant les renouvelables, ça veut dire par exemple qu'on puisse savoir en temps réel quels sont les projets dont les autorisations ont été demandées, combien ont été acceptés, pourquoi elles ont été refusées, etc. Qui est un pilotage en temps réel, qu'on puisse savoir année par année. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un compte-rendu qui soit fait à l'Assemblée nationale, enfin, au Parlement, régulièrement, que l'État soit en mesure de dire voilà ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut rectifier. Donc, qu'il y ait un vrai pilotage de la politique. Merci Jean-Louis. Président Carenco, si vous aviez une recommandation à faire ou une proposition. Une mesure simple à court terme, il va y avoir la PPE que le Parlement, Anthony l'a dit, sera saisi ce coup-ci de la nouvelle PPE à partir de, si elle viendra fin 2022 ou 2023, mais une mesure simple qui a failli passer et qui s'est fait avoir au Conseil constitutionnel, c'est de dégager du terrain sur le photovoltaïque. Voilà. Et c'est faisable et c'est assez facile. Jean-Louis l'a bien exprimé, il a très bien exprimé. Développer massivement, voilà, là on pourra rattraper. C'est pas énorme, il a bien chiffré les milliers d'hectares indispensables chaque année. Ils sont là, ils sont à portée de main. Je pense que c'est au Parlement à s'en saisir. Le gouvernement était d'accord. On avait travaillé ça et puis on s'est fait contrecarrer à la fin. Permettez-moi de dire à Jean-Louis Bal que c'est vrai que l'interdiction par les armées du survol, des éoliennes pour le survol des militaires, des avions militaires, voilà, c'est pas aussi simple que ça, Jean-Louis, de dire ils n'ont pas le droit de survoler le terrain et il faut mieux faire des éoliennes que de faire circuler des avions de chasse. C'est un vrai sujet, peut-être une facilité. Mais d'abord, le plus facile, une mesure, donc la plus facile, la plus efficace, c'est les terrains disponibles pour le photovoltaïque, me semble-t-il. Et c'est à Anthony de le faire. Ben justement, la balle est passée à Anthony. Une recommandation, une proposition, une idée. Ce qui est bien, c'est que le président Carenco, il ne vous met pas la pression sur les enjeux, c'est très bien. Pas du tout. Il y en aurait plein, et donc sans vouloir saturer… il y a un travail évidemment à faire sur la flexibilité de notre réseau électrique et l'adapter aux enjeux, notamment du mitage de production d'énergie, puisqu'on en a très peu parlé. Mais les énergies renouvelables, c'est un changement de paradigme sur les sources de production. Là où vous aviez avant des sources de production importantes au travers d'une installation nucléaire de base, désormais, vous allez avoir un mitage
des sites de production d'énergie. Et donc, tout ça, c'est la flexibilité du réseau, elle est nécessaire. Le champ prospectif de tout ce qui relève, ça a été dit tout à l'heure, mais de l'effacement et du stockage intelligent. Ça, c'est vraiment un travail prospectif qui est extraordinaire. Il y a vraiment matière à trouver de belles solutions. Et puis, ma petite marotte du jour, si vous me permettez, mais c'est l'agrivoltaïsme. C'est un champ intéressant qui apporte des externalités positives pour nos agriculteurs, pas uniquement en termes de ressources financières, mais aussi en termes de bénéfices, j'allais dire, de protection des végétaux ou de récupération de l'eau. Voilà. Et donc, il y a un champ intéressant à prospecter. Et en plus, ça peut servir à faire du vin. Nicolas Nas, une idée, une recommandation, une proposition? Oui, j'en aurai deux et ça permettra de répondre à M. Carenco. La première, et je pense que vous l'aurez compris, c'est que je ne partage pas la vision ultra centralisée et jacobine de M. Carenco. Je ne crois pas qu'on y arrivera si on impose les territoires, les projets renouvelables depuis le niveau national uniquement, même si évidemment il faut un pilotage au niveau national, c'est clair. Donc l'objectif, ce serait de fixer un pourcentage ambitieux de projets citoyens dans les énergies renouvelables pour vraiment les impliquer dans la transition. Ça a été fait en Allemagne, il y avait en 2016 42% sur 100 gigas, donc ça fait 42 gigas qui étaient détenus soit par les citoyens, soit par les agriculteurs. Donc c'est possible de le faire rapidement aussi. Et ce n'est pas seulement de l'autoconsommation, loin de là. Et le deuxième, c'est effectivement, ça a été mentionné sur notamment le stockage, mettre les moyens financiers pour ne pas rater le deuxième virage industriel, parce qu'on a raté le premier sur les renouvelables, sur l'éolien terrestre et les panneaux solaires. On n'a pas de vraie filière industrielle en France. Ça concerne notamment le stockage par batterie et puis l'éolien flottant, où aujourd'hui, on est plutôt bien placé, mais il faut vraiment qu'il y ait les moyens pour qu'on développe ça de façon industrielle. Je crois que nous allons nous quitter sur cette batterie de bonnes idées. Je vous remercie d'avoir participé et d'avoir assisté à cette table ronde sur les énergies renouvelables. J'espère que vous en aurez tiré le plus grand bénéfice. Je vous invite à poursuivre sur les 24 heures avec cette fois une table ronde consacrée à l'éradication des énergies fossiles. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. À bientôt.